Allô Karine, Bonjour Charlie. comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Tu nous appelles d'où Karine? Je, Tu nous appelles d'où? de Trois-Rivières, Trois-Rivières Québec. au Québec. Ouais, Oui, parfait. absolument. Oui, Génial. Karine, je vais te laisser te présenter ton chemin de vie, comment tu en es arrivée là et présenter ta magnifique activité. oui, absolument. Ben, mon nom, c'est Karine Leclerc. Mon entreprise s'appelle Allier du Deuil. Ce que ça mange en hiver, ça, ben, en fait, c'est que j'accompagne les personnes en deuil en fin de vie de différentes façons. Donc, il y a de très bons psychologues qui font le travail en suivi. Moi, ce que je fais, c'est d'essayer d'offrir d'autres alternatives. Donc, le deuil autrement, pour accueillir toutes ces zones de souffrance-là qu'on traverse dans des processus de deuil. Puis dans la fin de vie aussi, j'essaie d'offrir autre chose. Il y a de très bons préposés, des bénévoles qui vont être là. Moi, je vais essayer d'accompagner peut-être, on pourrait dire plus un accompagnement spirituel. Puis en même temps, ben, je demeure très, très terre à terre dans ma façon d'être. Oui, j'ai un côté très ouvert, un côté spirituel, mais il y a quand même toute une réalité terrain à laquelle on est confronté quand on est en fin de vie. Puis je dis ça en toute humilité parce que je les côtoie, mais j'ai pas eu à faire face à la mienne. Mais donc j'essaie d'accorder une importance à l'aspect terrain, puis oui, de faire un pont avec la spiritualité, mais fait que j'ai un côté très rationnel, puis j'ai un côté très ouvert qui me permet peut-être de faire ce pont-là. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie, donc on accompagne à partir de qui on est. Donc voilà, c'est un peu grossièrement ce que je fais. Donc toi, tu es une alliée du deuil. Comment t'en es arrivée là? Comment tu t'es dit, je vais accompagner, donc t'accompagnes autant les personnes qui traversent le deuil, mais autant les personnes en fin de vie. Oui, absolument. Ben, c'est sûr que je dirais que ma clientèle est beaucoup plus dans le deuil, parce que beaucoup plus, pour une personne en fin de vie, il y a beaucoup d'endeuillés. Donc, il y Oui. a plus de clientèle en deuil, évidemment. Je dirais souvent là, les phrases toutes faites que je resserre parce qu'elles sont toutes sont remplies de vérité. Mais c'est que le créneau m'a choisi plus que c'est moi qui ai choisi le créneau. Hmm. J'aime beaucoup croire que mon premier modèle d'accompagnement en fin de vie, c'est ma mère qui accompagnait mon père à ma naissance. Donc, quand je suis arrivée, ben déjà mon père était en fin de vie, du haut de ses 23 ans, je crois. Et ma mère avait 18 ans, 19 ans, elle accompagnait mon père en fin de vie, donc son premier amour. Et c'est ça, j'aime ça penser, ça me fait une petite histoire de Cendrillon, là, de me dire que c'est le premier modèle que j'ai eu. Puis c'était dans l'amour, donc il y a quelque chose de beau là-dedans. Mon premier stage. Et par la suite, ma mère a rencontré un collègue de travail au départ qui est devenu un ami, un confident, celui qui l'accompagnait dans le deuil de son mari, qui est devenu son amoureux, puis qui est devenu mon deuxième père aussi. Donc, il était très important. Et ce deuxième père-là est décédé dans un accident avec mon oncle. J'avais 8 ans. Et, euh, et à mes 18 ans, ma mère m'a appris qu'il restait quelques mois à vivre, donc elle allait mourir elle aussi. Alors, là, je fais juste vraiment avec mes parents, mais avant mes 25 ans, j'avais plus de 12 membres de ma famille directe qui sont décédés. Donc, c'est comme je suis tombée dedans comme Obélix, c'est très jeune. C'est sûr que là, j'en parle avec une aisance, puis j'ai une paix là, à l'intérieur de moi maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc ça paraît bien comme ça dans mon CV, là, mais disons que ce qui a fait que j'en suis arrivée à lier du deuil, c'est que je me suis perdue dans ces deuils-là. J'ai un côté rationnel et je me suis perdue justement dans ce... Je pense que j'ai créé ce côté rationnel-là qui est pas tout à fait naturel pour moi. À travers mes deuils, c'est comme si j'ai laissé toute la place à mes peurs. Euh, j'ai j'ai comme perdu la foi, je dirais, quand ma mère est décédée. Je me suis dit, mais voyons, c'est pas ça la vie. Je trouvais que je vivais une injustice. J'étais dans mon monde, tu sais. Fait que je me disais, voyons, il y a personne autour de moi qui a perdu ses parents comme ça. Puis, alors, dans cette tourmente-là, là, comme je dis souvent, je me lichais la patte, là. J'étais un petit peu victime à ce moment-là. Je me sentais victime. Et je me suis perdue. Puis longtemps après, j'ai commencé des études pour me comprendre au départ. Et, euh, et avec la compréhension puis l'ouverture que j'avais, ben j'ai réussi à créer des espèces de ponts différents pour sortir de la résistance dans la souffrance.
Et Allié du deuil, le nom a été drôlement choisi parce que j'ai résisté longtemps, là, moi, dans mes deuils, dans ma façon de vivre mes épreuves. Et quand j'avais choisi quelques mots pour mon entreprise, puis je savais pas quel que j'allais prendre. Et quand j'ai ouvert le premier qui était Allié, le premier de la série que j'avais, j'ai ouvert, puis ça faisait référence à la guerre, les alliés de la guerre. Et j'ai dit, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait la guerre tellement longtemps à mes deuils. En fait, je me suis dit, ben non, je vais devenir une alliée. C'est là que ça va être cohérent pour moi. Et c'est comme ça est né Allié du deuil. C'est une belle histoire, même si c'est quand même très triste, parce que tu as vécu tellement de pertes, donc on voit que ça part d'abord de toi, Mm-hmm. et après tu l'as offert pour les autres, pour accompagner, parce que toi, tu as appris à gérer. C'est drôle parce que ma mère m'a dit, sur son lit de mort, là, la même journée, je trouvais, aujourd'hui, elle m'a dit, mon Dieu, elle était intense un peu, mais je l'aime comme ça. Mais elle me dit tout de suite, sur son lit de mort, là, Karine, si de perdre ta mère, ça t'amène à comprendre une amie, ça va être beaucoup. Et cette phrase-là, je l'ai mis dans ma petite poche, sans la comprendre, puis tu sais, j'étais plus dans la colère que la réaction. Déjà que j'avais comme d'autres deuils d'accumuler, là, j'étais pas dans la sagesse du tout. J'ai mis ça dans ma petite poche, puis des années plus tard, euh, sous-jacente à une colère, je me suis dit, euh, si je dois aider à la grandeur de mes peines, je vais aider. Je vais remplir le stade, puis je vais aider ma vie. C'est toute ma vie. Et je pense qu'au départ, ça a été une façon de donner un sens à mon histoire. Et aujourd'hui, tu sais, tu sais, faire le deuil, c'est tout le temps un peu délicat, là, ça. Tu fais ton deuil, j'ai fait mon deuil, tout le monde est inquiet de ça, mais en même temps, je pense qu'un deuil, c'est une vie. On en vit tous des deuils, plus d'une fois dans notre vie. Des fois, un deuil vient réactiver un autre, mais ce que je peux dire, c'est que il y a une paix qui s'est installée à l'intérieur de moi et j'ai envie d'aider les gens à reconnecter à de l'espoir parce que c'est le gaz principal pour réussir à traverser des épreuves de deuil. Donc, c'est un peu ça que je désire le plus dans mon entreprise. Offrir de l'espoir, puis surtout des connexions. Toutes nos ressources sont intérieures. Puis ça, c'est tout le temps un peu kitsch de dire ça, mais c'est réel. Moi, je suis très créative dans la vie. Je suis une artiste à la base. J'ai besoin d'utiliser ces outils-là pour réussir à émerger de mes épreuves. Souvent, pour les gens, je pensais comme quelqu'un qui était dans son monde de pouliche, là, mais je pense à la base que c'est ce qui m'a sauvée. Donc, d'utiliser ma créativité, puis aujourd'hui, c'est ce que je mets au cœur de mon entreprise. Alors, je dis souvent, mes services, je les crée avec mes clients. C'est ce que j'aime le plus. Alors, voilà. Ouais. Tu l'as créé avec tes clients parce que je pense qu'il n'y a pas un deuil qui se ressemble. Il n'y a pas deux deuils qui se ressemblent. Je pense Oui, que tu dois t'adapter à chacun. oui, absolument. Il y a des personnes qui sont très pudiques avec leur deuil. Puis il n'y en a pas une façon qui est mieux que l'autre, c'est juste de reconnaître notre façon, puis de se laisser porter. C'est comme suivre le courant, tu sais. Il y a un grand bassin, puis il faut suivre le courant qui est le nôtre, tu sais. Et je me rappelle, j'ai eu à un moment donné 2 jumelles qui ont perdu leur père par suicide il y avait quelques années. Et avec elles, je voyais qu'ils avaient besoin de donner un sens, mais surtout, ils étaient très jeunes, donc ils avaient besoin de partager leur histoire. Tu sais, on a comme un besoin d'être reconnu dans ce qu'on a traversé. Euh, et avec elles, je m'étais dit, c'était très difficile. C'était des jeunes femmes tellement intelligentes, tellement ouvertes, mais c'est difficile d'aller creuser quand il y a une forme de mémoire qui s'est effacée ou alors oui, avec l'hypnose, je réussis parfois à y aller, mais je sentais que c'était autrement. Et, et j'ai donné un sens à aller puiser un peu là en leur faisant préparer une conférence pour qu'ils puissent présenter à leurs proches. Alors, j'y sont deux ensemble, fait qu'on a préparé une conférence et tout le moment pour préparer la conférence, ça a été une forme d'accueil de ce qui a été pour l'échanger. Et ils ont accueilli ça, ils l'ont partagé, leurs proches étaient là et j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti vraiment que ça avait donné un sens à avoir perdu, qui avait pu échanger puis être vu dans cette perte-là. Parce que on veut passer ça vite, hein, les pertes, on veut tasser ça, puis on veut effacer ça, on veut essuyer ça, mais ça nous habite si c'est pas reconnu. Ça a besoin d'être vu, cet espace de souffrance-là.
pour pouvoir continuer notre route après. Donc, fait qu'avec ces 2 jeunes filles-là, c'est ce que j'avais fait. Fait que, tu sais, j'appelais ça les conférences immortelles. Et fait que c'est ça. Fait que je fais plein de petites activités, des ateliers d'écriture, des cafés mortels aussi, qui est un mouvement très, très populaire en Europe, qui est des cafés qui sont des cafés où les gens viennent s'ils ont besoin pour partager, pour sans suivi, à toutes les semaines, ils viennent s'ils ont besoin. Et il y a une synergie qui se crée dans accueillir le deuil où il est quand on vient au café. Donc, c'est tout le temps de faire des petites mises à jour aussi sur qu'est-ce que ça a changé en moi, ces états-là de souffrance, tu sais, puis de deuil. Alors, voilà. Waouh. Mais je pense que tu as répondu à moitié à ma question. Quels étaient tes outils? Euh, on, on a entendu l'hypnose, des Oui. conférences. Donc, oui, conférences parfois, des ateliers d'écriture. J'utilise l'art des fois. J'ai jamais fait la grosse affaire, là, mais avec les jeunes, des fois, je leur permets de juste dessiner. Il y en a qui qui sont artistes aussi. Alors, des fois, je me permets de leur poser juste des questions sur ce qu'ils ont créé, puis souvent, ça parle. Alors, quand les gens sont déjà, ils ont ce médium-là, je leur demande de m'expliquer, puis des fois, c'est complètement abstrait, puis de me l'expliquer, ça l'amène une profondeur dans leur langage. Parfois, ben justement, l'hypnose, neuroactive coaching aussi, qui est une façon d'aller travailler, d'aller déloger certaines petites choses qui sont prises dans l'inconscient, des croyances, tout ça, ce qui est populaire, là, qu'on entend toujours. Ben l'éducation aussi, que j'ai enseigné la relation d'aide durant des années. Et moi, j'ai eu besoin de comprendre pour quelle raison je dois aller dans mes émotions. Et comment ça que j'ai besoin de parler de ça, ça me fait mal. Je vais consulter, puis je sors de là, puis je suis pas bien pendant des heures, puis je dors mal, puis ça me brasse tout ça. Pourquoi ça... Comment ça, il faudrait que j'ai consulté, que j'aille voir quelqu'un pour parler de ça? Alors, j'ai eu besoin de comprendre. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Quand les clients viennent me voir les premières fois, j'explique de façon détachée. Je les amène à côté de moi, puis on regarde en plan. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'éducation dans le deuil, c'est extrêmement important aussi. De vulgariser, de donner des images. Regarde, là, t'es dans l'œil d'une tornade. Tu vois pas loin en avant. Tu vois pas en arrière, c'est trop souffrant. Tu te sens complètement envahi par ça. T'as plus de mouvement, tu sais plus quoi faire. Tu peux juste regarder tes pieds et avancer un pas à la fois. Et c'est déroutant. Et là, les gens font comme, c'est ça. OK. Alors, cette vulgarisation-là de ce qui se passe, ça leur permet de pas sentir qu'ils vont virer fou et de se permettre de cheminer. C'est là souvent que j'accède à leur langage aussi. Mais fait que c'est de plein de façons comme ça, mais je crée tout le temps plein de petites affaires comme ça. Tu t'adaptes vraiment à la personne. J'essaie, du moins. J'essaie le plus possible. La personne, c'est qu'elle me donne accès, mais la méditation aussi, en auto-hypnose, donc faut survivre entre les rencontres. Hein. Il faut avoir des outils soi-même pour être capable de survivre là-dedans. C'est pas 1 heure par semaine, tu vas voir quelqu'un, le reste du temps, il faut réussir à retrouver une paix intérieure. Il faut être capable de retrouver un espace où on est capable de se sentir, en fait. Oui, parce que la paix intérieure, on a du mal à l'imaginer quand ça vient de nous arriver, quand on vit un deuil. On a Oui, du mal à imaginer qu'on va trouver une paix intérieure. oui. Ben, c'est comme se réveiller de... Tu sais, tout le monde a déjà vécu une peine d'amour, là, pratiquement, mais tu sais, tu te réveilles la nuit et tu te dis c'est un cauchemar, là. Mais c'est comme ça, c'est comme ça toute la journée. Puis en même temps, il n'y a pas de deuil pareil. Il y a des personnes qui pourraient écouter et dire ben non, ça m'a pas fait ça. Il y a plein de la proximité. Est-ce que j'ai changé toute la journée? Est-ce que je suis constamment avec la personne? Donc, il y a le vide physique. Tu sais, physiquement, le corps vit un deuil euh, incomparable, là, tu sais, parce qu'on est habitué de toucher les choses, de prendre, de voir. Puis ensuite de ça, il y a le cœur qui, lui, ben, il y a une dimension où l'amour est encore là, mais en même temps, le vide est si grand, donc ça aussi, c'est envahissant. Et donc, c'est ça. C'est tellement de sphères différentes qui viennent être happées par le deuil que c'est facile de se perdre. Puis la paix est quand même possible, mais ça prend un peu de temps.
Quand ça vient d'arriver puis que la personne est proche de nous, c'est la tempête. C'est la tempête. Fait qu'on peut trouver puis créer un espace en dedans pour être en paix, mais ça prend un hygiène émotif vraiment très grand. Est-ce que tu penses qu'on peut est-ce que tu penses qu'on fait son deuil ou est-ce qu'on vit juste avec? Hmm. Je n'aurais pas parlé pour tout le monde. C'est difficile à répondre à cette question-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont irrités par cette phrase-là, puis je suis totalement d'accord à m'irriter souvent. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est de dire aux personnes, les gens viennent me voir, me disent, est-ce que j'ai fait, tu sais, je veux savoir si j'ai fait mon deuil, puis on le sait pas. Mm. Parce que ça peut, tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai bâti ma maison, je vivais un deuil là encore. Ben, tu sais, moi, c'est avec ma mère, je voulais placer mes Tupperware dans l'armoire, tu sais. C'est des détails, mais, ben, tu sais, c'est des petits deuils. Il y a 1000 deuils dans un deuil. Mais là où j'ai compris que pour moi, j'avais vraiment fait des deuils, c'est quand ils ne m'envahissaient plus. Mm. Et que je pouvais y penser puis en parler sans me sentir happée par la souffrance qui revenait. Alors, est-ce que le deuil m'envahit ou il m'habite? Tu sais, la ligne est mince, mais pour moi, euh, je me suis libérée de mes deuils parce que c'est des chaînes. Mais ils m'habitent, tu sais, ça fait partie de moi. Mais, euh, mais c'est plus des chaînes. C'est ça la différence pour moi. Tu as pris un recul. Oui. Puis, Ouais. en fait, je pense que je les ai traversés. Tu sais, est-ce que c'est un handicap ou c'est devenu une force? Il y a aussi ça. Tu sais, moi, je suis très consciente, puis on en parle, là, c'est pas juste moi qui parle de ça, le cadeau mal emballé, c'est qu'est-ce que ça t'a permis tu sais, ces états de souffrance-là, qu'est-ce que ça t'a permis de voir de toi? Ça, pour moi, c'est un cadeau mal emballé. Qu'est-ce que ça m'a permis de voir? Moi, je sais très bien que le deuil de ma mère, notamment, les autres ont comme mis la table, mais que ça l'a fait de moi une meilleure personne. Ça m'a amené à être plus empathique. Ça m'a rendu plus vulnérable aussi. Mais cette vulnérabilité-là, pour moi, c'est une force, mais ça a été une des plus grandes faiblesses pendant des années. Alors, qu'est-ce que ça a transformé chez moi? Je dis pas que ça fait de moi une personne parfaite, au contraire, mais je sais que ça fait de moi une meilleure personne. Donc, c'est à me laisser traverser par ces deuils-là, il y a eu quelque chose qui émerge de ça, qui me fait sentir que c'est correct que ce soit arrivé, même si je donnerais tout pour revoir ma mère puis ma famille 10 minutes, tu sais. Alors, il y a des petites incohérences des fois comme ça, mais il y a comme une capacité de se dire, ben, je suis fière de mon parcours puis je le changerai pas, mais je voudrais pas repasser là, par exemple, ça, c'est ça. Et j'imagine. Comment tu définirais la mort? Ça a changé depuis, au début, ça a été une injustice. Tu sais, on va souvent dire, pourquoi ma mère, pourquoi ci, pourquoi telle personne. C'est comme si c'était une punition. Au début, je pense que ça a été ça, une punition. On en parlait tellement peu, mais plus je me suis approchée de la mort, plus j'ai vu que comment ça on défie la mort, tu sais. Ah, mais il faut pas qu'elle meure, ou comment ça elle est morte? Ben oui, mais ça vient avec la naissance, tu sais, aujourd'hui, je peux pas faire autrement que le voir, c'est comme il y a un début puis une fin. Et ce qui fait que la vie est si belle, c'est qu'on sait qu'elle peut finir aussi. Ça n'aurait pas la même richesse si elle avait pas cette fin-là qui flotte à quelque part, tu sais. Alors, la mort, pour moi, hmm, c'est quelque chose quand même de beau parce qu'il y a quelque chose de vrai dans la mort, où tous les masques tombent. Mm. Euh, et, tu sais, les gens ont plus rien à prouver rendu là. Il y a comme un abandon de qu'est-ce que les gens vont penser ou encore là, je veux pas généraliser tout le monde en fin de vie, mais il y a vraiment une petite craque grosse comme ça pour les personnes en fin de vie, dans laquelle il y a une espèce de lucidité puis de vérité qui passe. Puis ça, c'est super riche. Fait que pour moi, c'est peu cette vérité-là, la mort. La vulnérabilité face à la mort? La vulnérabilité face à la mort, mais tu sais, des fois, les gens ne l'accueillent pas, la mort. Ils veulent pas nécessairement mourir jusqu'à la fin, mais il y a une espèce de vérité dans la mort, plus qu'à la vulnérabilité même. Ouais, les masques tombent, comme tu dis. Oui. J'ai pas réussi à mettre de mots encore là-dessus, hein.
Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis il y a des personnes, tu sais, que j'ai accompagnées pendant 1 an, là, pas toutes les semaines, mais presque. Et je vois l'évolution, mais puis Manu, tu te dis, waouh, tu sais, c'est incroyable, là, la personne. J'avais une dame, elle avait fait le tour du monde, je sais pas combien de fois, puis, tu sais, vraiment, elle avait vraiment développé euh, une forme de paix, là, je veux pas mettre des mots pour elle, mais face à la mort qui s'en venait plus. Et la dernière fois que je l'ai vue, euh, je dis, puis comment vous allez? Puis on dirait que je m'attendais pas à avoir cette craque-là plus que je l'avais. Je pensais que je l'avais vue, la craque de vérité, là, que je parle. Et elle me dit, ah, Madame Karine, j'ai vis tout un deuil. Puis j'ai dit, c'est vrai? Elle me dit, oui. Elle dit, je réalise aujourd'hui, dans la chambre de fin de vie, que j'avais jamais goûté ma vie. Elle dit, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait les plus grands safaris au monde, j'ai vu les plus belles choses, mais j'ai pas goûté. Ouf! Tu sais, j'en parle, je suis émue. Tu sais, c'est ça que, tu sais, tu peux pas repartir de là puis ça te change pas. Tu sais, tu te dis, ben mon Dieu, faut que je me rende ça dans la tête, tu sais, faut que je laisse passer ça dans mes tripes parce que j'étais triste pour elle, mais tellement heureuse qu'elle ait touché ça avant de partir, c'est quand même pas rien. Tu sais, c'est check, là, sur sa liste quand même. J'ai réussi à goûter, puis là, je me suis dit, est-ce que moi, je goûte? Tu sais, est-ce que je suis capable de... C'est quoi goûter la vie? C'est quoi qui a la goutte que moi, qu'elle pensait qu'elle goûtait avant, puis que moi, je le sais peut-être pas, tu sais? Fait que c'est des espèces de vérités comme ça qui... tu sais, moi, je me trouve tellement chanceuse de cette confiance-là que les personnes me font. C'est extraordinaire. Mm. Mm. Mais moi, je t'admire, Karine, parce que comment tu fais pour, ben, pour encaisser tout ça, tout ce qu'on te dit, ça doit être tellement, en plus, ça doit être tellement vrai ce qu'ils te disent. Comme tu Mm. dis, il y a la vérité. Mais comment tu fais? Parce qu'il faut quand même avoir un recul, faut mettre comme une barrière pour pas que ça Mm. t'atteigne trop. Comment tu fais? Non, en tout cas, si un jour, il faut que je mette la barrière, je vais changer. Parce que je vais me respecter. Puis peut-être que ça va arriver, tu sais, je reste toute, vraiment humble face à ça parce que je pense que le pire, ça a été je pense que j'ai développé une hypertolérance à l'anxiété de deuil, faut le dire. Étant donné que je suis née là-dedans, puis ça a toujours été. Je pense que j'ai développé une hypertolérance à ça et que la pire anxiété, c'est la mienne. C'était la mienne. Aujourd'hui, je suis vraiment plus anxieuse, mais j'étais agoraphobe, j'ai vraiment été dans la peur de tout, là, longtemps. Mais quand je suis à côté de quelqu'un, et puis étant donné aussi que j'ai l'impression que mes deuils ont fait de moi une meilleure personne, quand j'accompagne les personnes en deuil, je me dis, hey, tout le monde a le droit d'évoluer. Tout le monde a le droit d'évoluer. Toi, t'as grandi dans tes deuils, laisse les autres. Essaie pas de les sauver. Essaie pas de prendre leur deuil. Reste là. C'est déjà précieux de pas être obligé de le traverser seul. Reste là, accueille ça. Sois dans la bienveillance puis l'humilité. Ils ont tous leurs outils. Ils vont peut-être même mieux s'en sortir que toi. Fait que, tu sais, je suis vraiment, c'est un engagement, mais il y a un détachement en même temps. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a un engagement qui est là, mais il serait pas sur ma route s'il avait pas été en fin de vie. Il serait pas sur ma route s'il avait pas été en deuil. Fait que je les prends à partir de là. Puis, c'est pas grâce à moi qui réussissent à émerger de leur deuil. J'étais un pont vers eux, mais c'est eux autres qui ont fait le trajet. Donc, c'est comme si c'est pas... je me détache pas de ça, puis je suis pas en plein, mais il y a comme une partie de moi, c'est comme... Autant que s'ils sont waouh, waouh, Karine, tu m'as tellement aidé, ben, j'ai été un pont. Oui, super, je suis fière d'avoir été ce pont-là, mais c'est eux autres qui ont fait le trajet. Que si quelqu'un, ça correspond pas, mais je viens pas atteindre ça non plus. J'ai une capacité de remise en question, mais je suis toujours consciente que c'est leur cheminement et que c'est eux qui font le processus. Alors, moi, je suis un pont là-dedans. C'est l'image la plus claire que j'ai trouvée pour définir ce que je fais. Moi, c'est très humble de te dire, je peux pas les sauver et j'ai pas le droit de prendre leur deuil. T'as pas le Mhm. droit de prendre cette souffrance qui t'appartient pas. Déjà, Ça leur appartient. oui, ça leur appartient, ouais. Mais Ouais. voilà, c'est très humble
de te positionner comme ça. Mm. Euh, je fais une parenthèse parce que donc ici au Québec, on a le droit à mourir. Oui. Donc toi tu accompagnes les personnes en fin de vie parce que elles ont comme une date, je crois, où elles savent qu'elles vont mourir. En fait, l'aide médicale à mourir, ici, les gens choisissent la date. Souvent, quand je commence à les accompagner, la date n'est pas nécessairement choisie. Non, mais c'est souvent une réalité qu'on va parler ensemble pour prendre leurs décisions. Donc, souvent les gens me disent qu'est-ce que tu en penses? C'est la dernière chose que je vais dire, qu'est-ce que j'en pense, parce que ça vaut rien. Mais on va en parler ensemble, puis vous allez pouvoir prendre votre décision. Alors, quand j'accompagne, on dirait que j'accompagne beaucoup plus de gens qui ont cette notion-là. Ils ne partent pas tous de l'aide médicale à mourir, mais c'est une réalité très, très, très populaire ici. Je pense que d'envisager des deux, ça l'aide à accepter la souffrance. C'est ce que je réalise de plus en plus. Et il y a des gens qui rendus là vont dire non, je laisse le processus aller. Mais de savoir qu'il y a une solution si la souffrance est trop grande, je pense que ça les aide à lâcher prise sur la peur de la souffrance et continuer leur cheminement. Mais quand les gens partent de l'aide médicale à mourir, on a accès à leur lucidité jusqu'à la fin. Alors, je peux travailler avec l'hypnose, je peux travailler, on peut vraiment faire un cheminement jusqu'à la fin dans une lucidité parce que c'est sûr que quand la personne part à petit feu, la médication est augmentée, il y a beaucoup plus, les personnes dorment énormément aussi, donc on n'a pas accès à la même lucidité, puis tout est correct, hein, il n'y a rien qui est mieux que l'autre, mais pour ma réalité, d'accompagnement est différent à ce moment-là. Comment tu gères ça, de savoir la date à laquelle tu vas mourir? C'est quand même spécial. Je pourrais pas répondre à cette question-là. Mm. Pour moi, je pense qu'on peut juste y répondre quand on est là. Mais je me rappelle que la première fois que j'ai accompagné quelqu'un en fin de vie, c'était avant la pandémie. Et moi, j'aime ça les vraies affaires, là, puis j'aime ça, j'aime pas faire assemblant. Alors quand j'étais allée à sa rencontre, j'ai dit hey, je vais être honnête avec vous, là, c'est la première fois. Comment vous trouvez ça? C'est spécial de savoir. Moi, j'ai abordé ça comme ça. Puis j'ai pas voulu avoir l'air d'être au-dessus de. Pour moi aussi, il y avait un aspect de c'est vraiment spécial. C'est et Et donc, voilà. Fait que les personnes, je pense que quand ils décident ça, la peur de la souffrance est si grande. Et ce que je réalise, c'est que l'objectif est clair pour les personnes qui choisissent ça. C'est soit ne pas souffrir, Mm. partir de façon digne intérieurement, ne pas vouloir que les proches le voient agonisant. Il y a toujours quelque chose qui est clair et les personnes s'attachent à ça. Et la route se fait. Puis comme je dis, des fois, arriver au moment, ben, il laisse aller, ça arrive, ça c'est. Ou des fois, il meurt avant l'injection aussi. C'est donc avant la journée qui est prédestinée. Donc, mais juste, je pense, d'aborder ça, c'est quand même, je pense que c'est une expérience pour la personne en fin de vie d'aborder ça. Puis de se dire, OK, parce qu'il faut qu'il y aille, là. Tu sais, il faut qu'il y aille. Là, la personne va arriver, puis là, ben, il va y avoir 3 injections. Là, les proches vont être là. Moi, j'aborde ça avec eux autres. Vos proches vont être là. Là, ça va être où vous allez faire ça? Alors, j'ai une amie que j'ai accompagnée, puis je disais, où est-ce que tu vas faire dans ta maison? Là, tu sais, ben ici, là. Ben, ici où? Ben, dans ma chambre. Ouais, mais c'est parce que là, dans ta chambre, ton chum, là, 9 heures le soir, il va revenir se coucher. Puis là, ça va être le vide. Est-ce que tu veux qu'on en parle avec lui? Ouais, j'avais pas pensé à ça. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre place où tu serais bien? Parce que là, ici, c'est petit aussi. Qui va avoir? Est-ce que tu as expliqué à tes enfants que le monsieur, là, il va pas tuer sa maman? Est-ce qu'il faut expliquer les choses? Il faut donner cette réalité-là. Est-ce qu'on va mettre de la musique? On met pas rien qu'une tourne? Est-ce que la tourne a fini? C'est tout, c'est une expérience d'aller là intérieurement. Pour les personnes qui y allent ou pas, ça l'amène un regard sur l'expérience qui peut être là pour la choisir. Et ça peut être magnifiquement orchestré, mais on peut pas choisir de quelle façon chaque personne va vivre l'expérience.
c'est quand même encore spécial pour moi je sais pas si un jour je vais m'habituer à ça, parce que c'est quand même, c'est pas naturel. Mais, mais je trouve que ça l'amène beaucoup de paix, par contre, pour les personnes en fin de vie. C'est ce que je peux dire avec mon humble expérience. Rien que tu le racontes, moi je suis hyper émue parce qu'on n'imagine pas, effectivement, on n'imagine pas tout ce qu'il y a à côté. Tu sais, choisir la musique, choisir le lieu, c'est symbolique en plus. Tout ça, c'est très symbolique. Ouf, bon, ouf. Mais en tout cas, je t'admire de faire tout ça. Je t'admire de d'accompagner tout ça. Le deuil qui fait partie de ta vie et qui fait partie de tes jours. Est-ce que ça te permet de voir la vie autrement? Je suis tellement née là-dedans que je le sais pas. Ce que je peux dire, c'est que si je vois des différences avec mes amis, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à planifier à long terme. Je suis quelqu'un qui est vraiment très, très moment présent. C'est bien exotique là, dans un CV, mais en vrai, c'est plutôt déstabilisant pour les proches. Je me rappelle un copain que j'ai eu, il me disait hey, ok, au début je trouvais ça cute, là, mais là, c'est comme c'est difficile de prévoir loin avec moi, là, c'est comme il y a une panique. Euh, c'est ça, c'est comme si je me dis hey, je vais pas prendre de temps à planifier plein de projets plus tard, je sais pas, je peux cligner des yeux puis tout est fini. Fait qu'il y a cette réalité-là qu'on aborde peu, mais en tout cas, moi, je vois que je pense que ça vient de là. Une espèce d'urgence de vivre qui a été là longtemps. Mon rapport au temps est vraiment différent aussi. De là à savoir la source vraiment, est-ce que ça vient de là ou je suis née comme ça, je sais pas, mais mon rapport au temps est très, très... Moi, une minute, ça vaut cher. Donc, c'est comme toujours... euh, il y a comme vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une relation au temps. Je peux pas perdre mon temps. Je peux pas perdre mon temps. Il faut que je fasse des choses que j'aime. Je ne peux pas garder un emploi qui ne me plaît pas. Je peux pas. C'est impossible. Pour 6 fois moins le salaire, on y va all-in. Parce que je ne peux pas être bien. C'est comme si les deuils aussi m'ont amené souvent ça m'oblige, là, à être dans des états pas le fun quand tu sais, j'avais pas d'outils. Je me dis, il y a tellement de choses que j'ai pas pu contrôler qui sont arrivées dans ma vie puis qui m'ont happé. Je vais pas faire des choix conscients de rester à des endroits où je suis pas bien. Puis en même temps, ça pourrait être incohérent parce que des fois, ben, je prends du temps à prendre des décisions sur certaines choses, mais, tu sais, c'est ça. Le deuil m'a amené une urgence de vivre. Euh, Puis je pense une grande sensibilité, là. Tu sais, des fois, les gens disent, ah, tu sais, c'est comme tu dis, ça doit être difficile d'accompagner des personnes. J'ai jamais accompagné une personne en fin de vie sans qu'il y ait des larmes qui coulent. Je me laisse encore toucher, mais je me laisse pas envahir parce que ça ne m'appartient pas. Ça, c'est clair en moi. C'est comme douter de l'intelligence de l'autre de prendre sa peine pour moi. Fait que je me positionne, puis je suis bien. Mm. Au niveau des émotions, parce que tu dois beaucoup travailler avec les émotions, je pense que là, pendant un deuil, c'est, je pense, le moment où toutes les émotions, tu dois avoir une panel d'émotions. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la colère, tu vois le déni, tu vois quoi? Moi, je suis une spécialiste de la résistance, là, vu que j'ai un doctorat en résistance. Alors, je ne peux pas juger quelqu'un qui a des résistances, puis je les attire, là. C'est comme, moi, je pense que là, ça installe des petites antennes. Alors, la résistance, c'est le déni un peu aussi. On a tellement peur de souffrir qu'on comprend pas que de résister à l'inconfort, c'est ça qui amène à souffrance. Mm. Alors, on résiste à la tristesse, à la colère, à la culpabilité beaucoup aussi. Après ça, les courses aux dernières fois, tu sais, c'est quand la dernière fois j'ai dit que je l'aimais, c'est quand la dernière fois. Fait que là, les gens partent la course aux dernières fois, puis là, ils se perdent là-dedans. Puis là, il y a de la culpabilité, de la remise en question. Euh, Fait que les émotions, c'est toujours quelque chose qui nous habite, et que la façon qu'on a appris en société, parce qu'on n'a pas appris à gérer ou à accueillir, ben, on propulse à l'extérieur. Fait que dans le deuil, souvent, on va être fâché. Après, bon, là, l'autre a voulu prendre les chaudrons. Tu sais, des fois, ça se lance tellement sur des affaires là, banales. En fait, il y a
tellement autre chose que la banalité elle-même. Donc, les gens vont lancer leur colère après le médecin, l'infirmière n'a pas été fine, pourquoi qu'elle m'a pas dit ça? On projette nos émotions à l'extérieur et au lieu de comprendre, ben, c'est le chaos en dedans, c'est le chaos. Accepte que c'est là, t'as pas besoin de faire quelque chose avec tout ça, t'as besoin de l'exprimer, t'as besoin de l'accueillir, t'as besoin de comprendre que c'est la tornade en dedans. Et ça vacille beaucoup là-dedans, la colère, la culpabilité, mais tu sais, en arrière de la colère, il y a tout le temps de la peine. Puis en arrière de la peine, ben, il y a tout le temps de l'amour. Fait que, on vacille, beaucoup d'incohérences. Que la tête, le cœur puis le corps vivent tous des deuils différents en même temps. Alors, les émotions, c'est le chaos. Autant pour une personne en fin de vie que pour une personne en deuil. Alors, la tête, elle la comprend, là, ça n'a pas de bon sens qu'elle soit comme ça, je comprends qu'elle soit partie. Le cœur, il veut venir savoir, puis le corps, il est dans le vide, il est exténué, il vient de faire un marathon émotif, il comprend plus, il est léthargique, ou il est dans l'action, puis il veut faire 5 jobs en même temps pour fuir, puis la tête, elle essaie de convaincre de pas aller là, puis le cœur, lui, il est meurtri, puis il est bloqué, parce que, tu sais, alors, c'est ça, tu sais, toutes les émotions amènent dans un univers où les personnes se perdent parce qu'on n'a pas appris à comprendre que ben, la colère, c'est parce que je veux que ça change. C'est toujours ça. À chaque fois que je vis une colère, c'est que je veux qu'il y ait quelque chose qui change. Alors, c'est normal que la colère soit là dans le deuil. Et souvent, comme moi, j'étais pas une petite fille colérique, là, j'avais plutôt beaucoup de difficultés avec la colère. Donc, à place d'être en colère, ben, j'étais impatiente, j'étais intolérante et je jugeais. Alors, je me jugeais énormément et donc, à place d'être en colère, puis de la voir, je la dissimulais, je la déguisais, puis je l'envoyais partout. Alors, toutes les émotions, tout se mélange. On se ment à soi-même, l'ego s'en mêle dans la souffrance. Donc, ouais. C'est beau parce que tu es très humaine, parce que tu es au cœur de l'humain, tu es au cœur de certaines familles, tu es au cœur de certaines relations et tu vois vraiment l'humain à sa vraie nature. Mm. Ça doit être déstabilisant quand même. Je comprends que ça t'appartient pas, Mm. mais ça doit être quand même déstabilisant. Mm. Ben, merci pour cette reconnaissance-là. Je vais le prendre. C'est un bonheur d'être là. Je dis souvent, c'est pas pour atténuer ça, mais je dis souvent, ben, quand on est sur notre X, c'est comme si il y a de quoi qui régénère en dedans, tu sais, quand on est à notre place. Je dis, demande-moi de faire un rapport d'impôt, tu vas voir que, tu sais, ah, ça se gage tout à coup. Alors, pour moi, c'est facile d'aller travailler avec les gens dans ce côté humain-là, puis d'accueillir les gens dans leur humanité, puis dans leur souffrance. Mais quand j'arrive dans quelque chose d'hyper rationnel, ben, ça marche pas, là. Alors, je pense que j'ai le métier qui va avec... j'ai créé le métier qui allait avec mes forces. Wow. Bravo à toi, c'est tout à ton honneur. Mm. Est-ce que tu, est-ce que tu crois en la vie après la mort? Moi, oui. Moi, oui. C'est ma mère m'a élevée comme ça aussi. Ça faisait partie de mon éducation. Mais ma mère essayait pas de me rentrer des choses dans la tête, mais souvent, ma mère, c'est une femme très spirituelle, très terre à terre aussi, mais c'était une femme très spirituelle. Avec moi, elle se cachait pas, mais je pense pas que tout le monde est au courant de ça. Mais je pense que quand on est confronté à la mort beaucoup, comme souvent, il faut donner un sens à ça. Puis je me rappelle que plus jeune, je parlais pas beaucoup de mon histoire. J'en ai eu honte longtemps de mon histoire parce que les gens avaient des drôles de réactions, tu sais, quand que je disais juste un petit épisode. Et, euh, et je me rappelle que il y a des gens qui me disaient qu'ils me croyaient pas à la vie après la mort, puis qui étaient et je me rappelle que ça me happait là, très très fort. Puis au début, je parlais pas, puis je m'en allais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à dire, je suis désolée, je veux vraiment respecter ton opinion, mais on peut pas aller là ensemble. Si ça dérange pas, on va juste changer de sujet, je peux pas aller là. Et je me rappelle que la sensation qui était là dans moi, c'était je ne peux pas, il y a personne qui peut venir remettre en question le quai ou accosté que je me suis créé intérieurement. T'sais. Pour moi, ça prenait cette sécurité-là psychologique que il y avait un monde où mes pères, ma mère, les personnes que j'aime étaient. La notion du vide était impossible. Par la suite, ça a changé.
Ça a changé et je suis très, très bien capable. J'accompagne des fois des personnes en fin de vie qui ne croient pas à rien après. Alors, heureusement, c'est que j'ai réussi à adoucir cette notion-là dans moi pour mieux les accompagner. Mais oui, moi, je crois à la vie après la mort. Puis, c'est pas obligé d'être défini. Puis, j'ai pas de monde de pouliche là, de créer rendu là. On dirait que je me dis, puis c'est ce que je dis aux personnes qui croient pas. Je dis, ben, tu sais, juste croire en la vie. Tu sais, je disais à une dame, je dis, ben, tu sais, la personne que vous aimez le plus au monde, tu sais, c'est un spermatozoïde qui a touché un ovule. C'est quand même spécial de se dire ça. C'est quand il pense vraiment. Tu sais, une chenille rentre dans un cocon, puis elle sort en papillon. Mm. Je peux pas croire qu'il ait pas pensé un petit bout après. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas qu'il y ait toutes ces petites choses-là tellement extraordinaires dans la nature, puis qu'après, pas, mais non, ça se peut pas. Je peux pas. La vie est trop faite de finesse pour qu'il n'y ait rien après. Tu sais, je veux dire, ben, ça, c'est moi. Puis c'est ça. C'est juste mon opinion. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi, c'est à partir de ça. Mais je donne jamais vraiment mon opinion quand j'accompagne les personnes en famille. À moins qu'on me demande à la pointe d'un couteau, là, mais sinon, tu sais, c'est pas important de mon avis. Mais oui, moi, je crois vraiment à la vie après la mort. Ouais. Pour toi, Mm. la mort n'est pas une finalité. Je sais pas s'il y a une continuité, mais je sais que c'est pas vide. Ok. Ouais. C'est sûr qu'à travailler avec l'hypnose aussi, je réalise à quel point on porte de nos ancêtres. Là. Puis à travailler aussi avec l'hypnose, je réalise parfois qu'il y a des choses qui sont extrêmement pointues. Puis, même chez moi, dans mon histoire, il y avait des pertes qui étaient vraiment très, très, très pointues dans la souffrance. Et quand j'y allais en hypnose avec moi-même, parce que je fais de l'auto-hypnose avec moi, donc je voyais qu'il y avait comme des mémoires. Je sais pas si c'est mon imagination, on peut pas, mais en tout cas qui faisait sens à l'amplification de la souffrance que je vivais dans ce deuil-ci. Donc, je pense qu'il y a des vies antérieures aussi. C'est ma croyance. Et en tout cas, ça fait mon affaire parce que j'ai là comme l'impression d'avoir un pouvoir supplémentaire quand il y a quelque chose qui va pas en moi, puis ça fonctionne. Alors, j'ai même pas besoin d'en parler aux gens. Tu sais, j'ai juste cet univers-là dans moi m'offre tous les outils nécessaires pour vraiment apaiser mes peines et mes souffrances, vraiment. À qui sont destinés ces outils? L'hypnose, la méditation, tu nous as parlé. Euh, ça va aux personnes en fin de vie ou aux proches, aux personnes Pour les endeuillées? deux. Pour les Pour les deux? personnes en fin de vie, donc les personnes en fin de vie, parfois, tu sais, on se sent tellement seul quand on va, tu sais, je me sens seule, ben on était seul, là, on va se le dire, là. Tu sais, dans le deuil aussi, hein. Ouais, mais tu sais, je me sens seule, ben on était seul. Tu sais, c'est pas une illusion, là, tu sais, je veux dire, on est seul dans la vie. On est accompagné, mais intérieurement, on est seul. Donc, la personne qui est en fin de vie, est-ce qu'on peut imaginer? Tu sais, quelqu'un qui a pas peur de la mort, là, ben, tu sais, t'as beau vouloir sauter en bungee, quand tu arrives en haut, là, ça se peut que t'aies le vertige. Et c'est ça qu'on voit. Alors, quand la personne est en fin de vie, même si c'est en paix, d'aller connecter intérieurement à une partie sage. Tu sais, il y en a que c'est les anges, ça va être la religion, peu importe. On n'a pas besoin d'avoir de ces croyances-là pour connecter à quelque chose de sage. Une énergie qui est sage, tu sais, puis énergie non ésotérique, une sensation, tu sais. Alors, d'aller connecter à une partie qui est sage. Ça peut être un animal, ça peut être tu sais, de pas se sentir seul intérieurement. Et c'est à partir de l'intérieur qu'on va vivre cette étape-là. Donc, si à l'intérieur, je me sens moins seule, le chemin est différent. Fait que ça, je le fais avec les personnes, d'aller connecter cette partie sage-là, d'aller transcender aussi, puis d'aller libérer les émotions qui sont un peu, qui sont pris, puis qui viennent amplifier les états de souffrance, qui viennent augmenter les résistances, donc d'aller libérer ça. Avec les personnes en deuil, justement, libérer les émotions, c'est un avenue sans fin. Puis, tu sais, souvent avec l'hypnose, quand les personnes qui ont une récurrence, puis la personne me connaît, que mon langage est connu avec eux dans la méditation, l'hypnose, ben j'entre en hypnose avec eux, puis je les laisse dessiner. J'ai aucune attente. J'accueille, puis on s'en va là. Puis qu'est-ce que tu vois? Puis là, ben,
Je suis sur le bord d'une rivière. Parfait. Qu'est-ce qui se passe sur le bord de la rivière? Ben, regarde, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas. Là, ah, ben, il y a beaucoup de débris. Parfait. OK, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et là, ben, c'est son univers. Puis c'est parfait. C'est l'inconscient. C'est les symboles. Alors, j'entre dans leur univers, puis je façonne avec eux autres, avec les outils qu'ils me donnent. Alors, dans le deuil, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est pas moi qui gère la séance, c'est eux autres qui vont juste aller à l'intérieur, puis on va voir ce qui est là. Et puis en méditation, ben, je me rappelle à un moment donné dans une formation que je faisais pendant la pandémie, il y a une personne qui disait, ben, tu sais, ça marche pas, là, ça marche pas, la méditation, puis j'y arrive pas, puis je voyais beaucoup de colère, tu sais, puis je la comprenais parce que c'est choquant quand tu veux réussir, tu t'investis, tu sais, des soirs par semaine pour... Et là, je dis, on va prendre un temps après, puis on va parler. Et sa colère était tellement grande que je me dis, mais ça fonctionne. Ça peut pas être fâché comme ça parce que la méditation n'a pas marché. C'est parce qu'elle est allée en dedans, puis c'est ce qui l'habite. Et quand je lui ai fait ce reflet-là, ça fait, juge pas cette colère-là, ça fait peut-être depuis que t'es toute petite qui est là. Mais ça a marché. Tu as contacté ça, c'est peut-être pas ce que tu t'attendais, parce qu'on s'imagine que méditer, ça va être, c'est Bouddha, puis qu'il y a des, c'est pas toujours ça, là. C'est comme, c'est pas ça, en fait, la méditation. Pour moi, c'est contacter qu'est-ce qui est là, en image, un peu farfelu parfois, puis on accueille ça, puis c'est là qu'on a un pouvoir de changer l'état, en fait. Mais de contacter sa colère, ça fait partie de... C'est humainement nécessaire. Mm. J'ai lu une phrase sur ton site internet. Le deuil est un chemin de Compostelle intérieur, nul besoin de le traverser seul. Hmm. Tu peux nous l'expliquer? Oui, ben en fait, c'est le nom de mon livre. Mon livre qui est Le deuil est un chemin de Compostelle intérieur. Puis c'est venu parce que j'ai une amie qui me disait, ah, je m'en vais faire le chemin de Compostelle. Je me hey, c'est vrai. Waouh, quand même. C'est pas une petite marche. Là, je dis, pour quelle raison tu fais ça? Puis j'étais curieuse. Et ben, on dirait que j'ai une partie de moi qui cherche un chemin spirituel. On dirait que, tu sais, j'ai pas été confrontée à beaucoup de choses dans ma vie, puis j'ai besoin de me confronter. Puis là, je l'écoutais, puis on dirait que là, maintenant, j'ai comme perdu le fil, puis je me disais, mon Dieu, on dirait que c'est ça que j'ai fait avec mes deuils. C'est une démarche, un chemin de Compostelle intérieur. C'est là que cette phrase-là est devenue claire pour moi. Je me suis dit, OK, ben, c'est ça que j'ai marché en dedans. Puis je trouve que c'est une image qui a un petit peu plus d'espoir, qui a traversé une tempête, là. Alors, c'est comme ça qu'est né ce titre-là. Puis le livre que j'ai fait, c'est aux éditions ADA et j'ai écrit mes textes. C'est des textes vraiment, tu sais, sont pas lisses, là. Je parle pas des beaux côtés de ce que j'ai vécu dans le deuil. Je parle vraiment de toutes mes résistances. J'ai besoin, moi, de mettre des mots sur ma souffrance pour... On dit que mettre des mots sur une expérience, ça la réduit. Alors, je me suis donnée. Et j'ai écrit 14 textes dans ce livre-là qui dépeint un peu des états, la résistance. J'appelle la ligne rouge aussi, qui est le moment où on réalise, qui est un petit espace-temps dans notre tête où on réalise que la vie sera plus jamais comme avant. Puis ça, quand je la vois, à chaque fois que j'en parle, je viens émue parce que quand je la vois chez mes clients, là, tu sais, c'est l'équivalent d'un coup de pelle, hein. C'est comme, fou, c'est tout le corps, là, tu sais, qui est happé, là, par cette ligne rouge-là que j'ai dit, faut lui donner un nom et fou, c'est l'espace d'une ligne, mais c'est tellement puissant, tu sais. Alors, j'ai aussi écrit Apprivoiser la bête, qui est dans toutes mes résistances, j'avais beaucoup de difficultés à aller. C'est comme si j'accueillais mes émotions, j'allais en mourir. Puis dans mon livre, justement, c'est comme si la bête est dans une cage, puis je me dis ben, je peux pas la libérer, tu sais. Pas parce que j'ai peur qu'elle me mange, c'est parce que j'ai peur qu'elle m'abandonne elle aussi, tu sais. Fait que, tu sais, dans les émotions, il y a comme beaucoup de résistance, mais il y a beaucoup de blessures qui refont surface, la peur de l'abandon, du rejet,
l'injustice, la trahison, et tout ça se mélange, fait que c'est difficile de retourner là, fait qu'il faut apprivoiser les émotions pour réussir à les laisser passer. Fait que ce livre-là a donné naissance à, à mes états, en fait, qui étaient écrits sur des petits papiers que j'ai mis dans un livre comme ça. Wow. C'est extrêmement touchant, tout ce que tu dis. Moi, ça me touche, tout ce que tu dis, c'est fou. Mais j'ai pas vécu beaucoup de deuil dans ma vie, mais c'est très, très touchant. Euh, Ma dernière question, c'est toujours, as-tu une astuce ou un conseil à mettre en place tout de suite après la vidéo? Mais j'ai une question avant, parce que je pense que tu vas donner un conseil pour les personnes en deuil ou les personnes en fin de vie. Moi, je voudrais que tu donnes d'abord un conseil pour les personnes qui ont en face d'eux quelqu'un en fin de vie ou qui ont quelqu'un en face d'eux, quelqu'un qui traverse un deuil. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pour les accompagner, les écouter? Oui. Premièrement, être très bienveillant avec soi, parce que c'est très difficile d'accompagner quelqu'un en deuil. De voir le rôle qu'on a d'accompagner, c'est précieux, c'est important. Et c'est pas facile. J'ai toujours que l'impuissance, c'est un saut très serré dans lequel on étouffe. Alors, d'accepter d'être impuissant face à quelqu'un qu'on aime, c'est déjà un cadeau incomparable. Alors, pas besoin de chercher quoi dire, de chercher quoi faire. La personne a besoin de quelqu'un qui accepte d'être dans cette posture-là. C'est le plus grand des cadeaux. C'est le plus grand des cadeaux. La suite de ça, c'est de ne pas chercher. Il n'y en aura pas de solution. D'exprimer l'éléphant dans la pièce. C'est du genre, je trouve ça vraiment souffrant de devoir souffrir. J'aimerais tellement ça prendre une partie de ta peine. C'est difficile pour moi de te regarder comme ça. C'est difficile pour moi de rien pouvoir faire ou dire. Exprimer ça au lieu de chercher une solution pour que la personne aille mieux. Il n'y a rien qui va pouvoir enlever le processus. Il n'y a rien. Puis je dis souvent, quand on veut sauver quelqu'un, c'est comme si tu veux faire le chemin de Compostelle, puis je prends mon auto, puis je te fais un livre jusqu'à la fin. Tu l'as pas fait. Alors, laisse la personne faire, crois en son intelligence d'y arriver. Et t'es à côté, rappelle-lui que tu sais il va réussir, qu'il va trouver. C'est pas un coaching là, de sport, là, mais c'est de dire, juste écouter. Aie confiance en toi. Moi, quand j'accompagne dans le deuil, j'essaie toujours de ramener la personne à croire en son intelligence. Puis souvent, je leur rappelle, écoute, t'en as vécu des choses dans le passé. C'est pas la première épreuve que t'as, quand c'est le cas, évidemment. Je sais que pour l'instant, tu vois pas comment tu vas te sortir de ça. Et t'as le droit. Et ne te bats pas contre cette perspective-là. C'est ça. T'as le droit de penser ça. À partir du moment où la personne a l'espace pour reconnaître qu'elle est découragée, puis qu'elle est sûre qu'elle s'en sortira pas, puis comment qu'elle va faire, et qu'elle est accueillie, elle est déjà prête à passer à un autre. C'est ça le processus, c'est d'accepter, t'es accepté. Oui, on continue. Mais quand quelqu'un dit, ben non, fais-toi-en pas, t'as déjà vécu mieux. Eh non, t'es déjà passé. Ce que ça fait, c'est que la personne, elle a besoin de déposer ça quelque part, fait qu'elle va répéter, elle va répéter. Elle a besoin d'être accueillie. Et il y a toute une phase de radotage dans le deuil. Ça, c'est un conseil que je donne toujours aux gens. Accepter qu'ils vont radoter parce que c'est trop l'information que la personne est partie. Le cerveau ne processe pas. La personne, c'est ça le déni au début, c'est que tout gèle. On n'a plus accès aux informations. On sait, on est ébranlé, mais on ne comprend pas ce qui se passe. C'est bien correct. Tout est parfait. Le corps est intelligent, tout est correct. Si ça perdure jusqu'à des années dans le temps, ça sera une autre affaire, mais c'est normal que la personne... Fait quand on va au funérailles, là, ah, elle allait bien. Non, non, elle comprend. C'est correct. Tu sais, le monde, il rationalise ça, puis ça fait donc bien du bien de te dire, non, non, elle comprend, puis elle va bien, puis c'est pas là que ça se passe le deuil. Le deuil, c'est plus tard que ça commence. Mais ça commence dès le départ, mais il reste que la personne n'est pas dans le processus, c'est encore en déni. Mais dans le déni, dans le gel émotif, on va dire ça comme ça. Alors, d'écouter la personne.
la laisser radoter, parce qu'il faut que le cerveau compute. Fait qu'il faut qu'il réécrive. Enter, enter, enter. Et à un moment donné, pouf, ça va passer. Et c'est souvent là que la ligne rouge arrive. Alors, la personne comprend, OK, la vie sera plus comme avant. Et là, il y a d'autres étapes. Et là, c'est plein de mini-deuils qui vont se... Alors, c'est un cheminement. On n'essaie pas de prendre la peine de l'autre. C'est sa peine. Ce que je peux lui apporter pour apaiser sa peine, ben, c'est les besoins de base. C'est pas compliqué, on revient là. Quand on est en deuil, on est en bas de la pyramide de Maslow. Alors, ramener des petits plats parce qu'ils ont plus faim, ils ont plus d'énergie pour se nourrir. Alors, ramener des petits plats bons pour la santé. Puis, d'offrir peut-être un temps, d'offrir un massage. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent aider, mais au-delà de toutes les choses qu'on peut apporter, c'est de la présence. Et des fois, je disais à une de mes amies, si à un moment donné, tu as le goût de pas parler avec quelqu'un, je suis là. Parce que moi, c'est ça, j'aurais voulu. J'aurais voulu que quelqu'un soit à côté de moi pour pouvoir penser, parce que je pouvais pas aller là tout seul. J'avais l'impression que si j'allais penser, j'allais en mourir. Je dis, tu vas me faire manger par la bête, c'est ça. Mais j'aurais voulu que quelqu'un soit assis à côté de moi, là, puis qu'il attende pendant que moi je pense. Au cas où que je devienne en alerte. Fait que tout est dans l'être plus que dans le faire, en fait. Fait que pour la question d'aide, c'est un peu ça. Ouais. Wow. C'est bien aussi de savoir comment accompagner la personne. C'est vrai que ça touche, le deuil, ça touche tout le monde. Là-dessus, on est tous égaux là-dessus. Euh, mais de façon correcte, de façon saine, c'est important. Euh, Toi, si tu as une astuce ou un conseil à donner tout de suite après la vidéo, Pour quelqu'un qui traverse le deuil. pourquoi pas? Euh, Trouver tout ce qui ramène à croire en soi. Parce que quand on est en deuil, on se perd, on perd nos repères. Nos repères sont souvent, moi y compris, même avec toute cette conscience-là de la vie et de la mort que j'ai, nos repères sont souvent extérieurs. Et là, la tornade se resserre et on n'a plus de repères extérieurs. Le nord, le sud, tout est mélangé. Il faut retrouver des repères intérieurs. Alors, qu'est-ce qui fait autour de moi? Qu'est-ce qui est là qui peut me ramener doucement à reconnecter à mes besoins, à aller chercher l'aide que moi j'ai besoin, pas que mon frère ou que ma mère aimerait donc bien que j'ai cherché, parce que ça la rassurait. De comprendre qu'il va y avoir plein d'états qui vont m'amener à être en contradiction, que je vais sentir que je suis en train de virer fou. C'est pas le cas. De comprendre que il y a quelque chose qui va émerger de ça aussi. Je dis toujours un chat a su qu'il voyait dans le noir quand il a été confronté au noir. Mais il y a comme des outils aussi qui vont naître de ça. C'est sûr que quand la personne vient de vivre le deuil, c'est pas quelque chose qu'elle va nécessairement voir, mais juste de se ramener à elle, même si c'est souffrant, en sachant que les autres sont là pour elle bienveillants, mais qu'elle est encore capable de prendre ses décisions. Parce que des fois, les personnes arrivent dans mon bureau, puis je leur dis, ben non, je ferai pas ça. Dis-moi quoi faire. Tu sais, ils donneraient le volant de leur vie, puis ils disent, tu sais, gère ma vie, dis-moi quoi faire, je vais le faire. Je dis, mais je ferai pas ça. Je ferai pas ça, c'est le plus grand pouvoir que tu as, mais je vais t'aider à retrouver ta direction. Je vais t'aider à retrouver le nord, le sud, puis tu prendras tes décisions. C'est ton voyage à toi. Moi, je ne choisirai pas pour toi. T'sais. Alors, mais on se perd tellement, puis on se met à écouter tous les conseils de tout le monde. Puis des fois, il y a des conseils qui nous aident vraiment, mais des fois, il y a des conseils qui nous éloignent de nous. Donc, faut essayer le plus possible de revenir à soi. Puis même s'il faut passer par une zone de souffrance, être accompagné dans cette période-là, mais ne pas se perdre consciemment du moins. Ok. C'est des très, très beaux conseils. Euh, Karine, si on a besoin de se faire accompagner, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet, réseaux sociaux, sachant que tous les liens seront dans la vidéo? Oui, absolument. J'ai mon site web qui est karineleclerc-deuil.com. Karine avec un K, Leclerc ERC.
traitdunionDeuil.com. Évidemment, si vous écrivez Karine Leclerc, Alliée du deuil, vous allez me trouver facilement aussi. Sur Facebook, honnêtement, je fais beaucoup je partage souvent les choses là. J'ai un podcast aussi qui est maintenant diffusé sur la radio Unicité depuis cette semaine. Donc, j'ai des podcasts avec des invités, des professionnels. J'ai des personnes qui ont traversé des deuils. Hein. Chaque deuil est unique, fait qu'on ne se tente jamais d'en entendre. Alors, des personnes qui ont traversé, qui pour moi m'ont inspiré ou qui sont dans le cheminement présentement. C'est pas des parcours lisses, c'est ce que j'aime. Alors, ça, vous allez retrouver ça sur Facebook, soit Karine Leclerc tout court, ou Karine Leclerc Alliée du deuil aussi, qui est une page aussi. Mais les deux sont quand même professionnels, donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton et ta vulnérabilité. C'est très touchant parce que tu nous as comme fait partie de, oui, tu nous as donné une partie de toute ta vie qui a été quand même assez souffrante et tu nous as partagé ça. Je te remercie pour cette confiance et merci pour ton temps. Merci pour ton beau témoignage très humain. Je pense que ça a touché des cœurs, c'est sûr. Merci à toi pour ton accueil, c'est facile d'aller là avec toi, là, vraiment, avec ton sourire et toute ta présence. Merci. Merci, Karine.